Bonjour, vous écoutez Autochtone, un podcast qui interroge celles et ceux qui habitent le monde. Une fois par mois, vous entendrez de parfaits inconnus dont l'histoire personnelle résonne avec celle de leur pays. Je m'appelle Maude Calvès, je suis journaliste reporter et j'ai eu la chance pendant un long voyage en Amérique latine de rencontrer tous ces gens autochtones. C'est l'occasion d'entendre des témoignages rares qui questionnent notre rapport au monde. Ce podcast est entièrement autoproduit et j'ai besoin de vous pour le soutenir. N'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre des cœurs, des commentaires et pourquoi pas un tour sur la page Instagram. Bonne écoute! Ce mois-ci, on part à la rencontre d'Esther, une cireuse de chaussures dans le centre de La Paz, la capitale administrative de la Bolivie. Je m'appelle Esther Valero, j'ai 48 ans, je suis cireuse de chaussures, maman et grand-mère. Donc là, je suis dans le téléphérique rouge pour rejoindre Esther. On ne se connaît pas encore. C'est une amie journaliste qui m'a donné son contact. Donc le fait d'avoir une personne qui nettoie des chaussures, déjà, en soi, c'est assez rare parce que c'est un métier qui est très mal considéré en Bolivie. Donc les cireurs de chaussures portent des cagoules pour pas qu'on les reconnaisse. Et donc là, j'ai l'occasion de rencontrer une femme qui fait ce métier, ce qui est très très rare. Et qui en plus du coup connaît très bien son quartier, donc fait des tours touristiques pour faire découvrir des parties de La Paz non connues. La Paz, donc c'est entouré de pas mal de montagnes dont je ne connais pas les noms bien sûr. C'est assez impressionnant en fait, vraiment il y a tout cet ensemble urbain dans une cuvette qui déborde un petit peu sur tous les côtés et puis tout autour des plateaux immenses avec des montagnes enneigées à plus de 6000 mètres qui dépassent. Et voilà Esther, bonjour, hola, comment estás? Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo soy una mujer con una familia. Siempre he querido tener una familia grande y la tengo. Tengo mis hijas, mis nietos. Je suis une femme avec une famille. J'ai toujours voulu une grande famille et j'en ai une avec mes filles, mes petits-enfants, la famille de mon mari aussi, mon père qui est toujours vivant. J'ai beaucoup d'amis, je suis quelqu'un de très sociable. Je dis ce que je pense de façon très franche et parfois ça crée des problèmes parce que je ne mens pas. J'aime beaucoup travailler, je suis sensible, très sentimentale, je pleure beaucoup. Physiquement? Qu'est-ce que je suis de plus? Physiquement, je suis comme tout le monde. Je ne suis pas maigre, je suis un peu rondouillette. Qu'est-ce que je suis de plus? En bonne santé, grâce à Dieu. Je suis quand même malade, j'ai de l'arthrite, ça fait très longtemps, mais je le contrôle avec des médicaments. Mais je vais bien, grâce à Dieu, je vais bien. Physiquement, je peux faire ce que je veux, tout ce que j'aime. Jouer, danser, chanter, je fais tout ça sans problème. Je ne me suis jamais dit que j'étais parfaite, j'ai toujours fait des erreurs. J'ai un caractère spécial, alors j'ai dit ou fait des choses qui ont pu blesser. Parfois je dis à mon mari « Mais comment tu fais pour me supporter ?» Parfois j'explose et je dis des choses que je ne devrais pas dire. Et je fais du mal aux gens, même si après tu t'excuses, c'est trop tard, le mal est fait. Esther est cireuse de chaussures de père en fille. Des filles d'ailleurs, elle en a 4. Elle vit avec son mari et 2 de ses plus petites, là où elle a toujours grandi, La Paz. En mettant au monde ses enfants, Esther s'est assise sur ses rêves de carrière. Après un diplôme similaire à celui du bac, elle travaille donc dans une boulangerie, une fabrique de meubles, puis une charpenterie, avant un laboratoire pharmaceutique et un stand d'empanadas. Avec le rythme familial, impossible d'avoir des horaires fixes, alors elle se tourne vers le travail qui lui offre toute la flexibilité dont elle a besoin, le cirage de chaussures. Avec sa boîte à lustrage dans les mains, elle déambule dans les rues du centre pour proposer ses services aux passants plus ou moins pressés. La flexibilité donc, c'est gagné, mais il faut désormais faire avec le regard des gens, car ce métier, dans cette ville, il est mal vu. Alors les cireurs de chaussures portent très souvent des cagoules. Ya después, con el tiempo, este trabajo lo han visto como un trabajo bajo.
Avec le temps, les gens ont assimilé ce travail à un métier dégradant. Ils nous discriminaient. C'est pour ça que presque tous les cireurs de chaussures portaient des masques avant. Ils ne voulaient pas que leur entourage le sache. Par exemple, l'un d'eux est étudiant et si à l'école ils savent qu'il fait ce métier, les autres élèves vont le chambrer, lui donner des surnoms. Mais les parents, comme nous, on peut payer l'école à nos enfants grâce à ce travail. C'était un travail tellement mal vu que certains collègues le cachaient à leurs femmes. Ils partaient cirer les chaussures et revenaient avec un salaire à la maison à la fin du mois. Et leurs femmes ne le savaient pas. Ils avaient peur qu'elles l'apprennent. Ils avaient peur parce que si elles l'apprenaient, elles pouvaient divorcer. Mais ce temps est révolu, ce n'est plus comme ça. Il y en a certains qui sont alcooliques et qui se cachent derrière leur masque pour boire. Les gens les regardent mal et font l'amalgame avec nous parfois. Aujourd'hui, dans le centre, donc c'est là où travaille Esther, il y a beaucoup de vendeurs parce que c'est le jour de la fête de l'entrée de l'université des jeunes. Et donc les jeunes défilent, donc il y a pas mal de monde. Donc aussi pas mal de petits magasins et de personnes qui se sont posées pour vendre leurs produits. On voit le défilé au loin, plein de couleurs, des gens qui dansent. C'est assez fou. Tipus, c'est Yama ? Tinkus. Wow, c'est magnifique. Il y a plein de couleurs, c'est hyper festif. Des chapeaux avec du violet, on dirait le carnaval. On dirait un carnaval, clairement. C'est très chouette, il y a plein de jeunes qui dansent dans la rue, mais Esther, elle m'expliquait que rien que pour s'acheter les vêtements, c'était un montant énorme en fait. Et donc assez peu finalement de personnes peuvent se permettre de participer à cette fête et de danser. Comment est-ce la canción ? Il y a une chanson qui dit ça. Si quieres bailar morenada, tienes que tener platita. Moreno eres tú, moreno has de bailar, baila morenada. Qu'est-ce que ça implique d'être une femme dans cet univers ultra masculin ? Bueno, sí, al principio es un poco difícil, porque como en todo trabajo, digamos, siempre los Au début, varones c'est un peu molestan a difficile. las mujeres, Comme dans tout travail, les hommes t'embêtent, ils veulent que tu en fasses moins. C'est des problèmes que l'on retrouve dans tous les métiers. Mais tu finis par gagner le respect petit à petit. Moi, je suis plutôt âgée, donc les jeunes qui viennent, je les connais. Puis, il y a plus de femmes qu'avant dans ce milieu. Des mères de famille, des jeunes du lycée, des petites de 8-9 ans qui font ça pendant leurs vacances, surtout pendant les vacances d'hiver. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent des villages alentours pour lustrer les chaussures à la passe. Ce n'est plus uniquement un univers masculin, il y a plus de femmes désormais, donc moins de problèmes pour elles. Aujourd'hui, on fonctionne comme une grande famille. ¿Tú tienes como clientes? Toi, tu as des clients qui te discriminent parfois ? A veces sí, a veces no, yo ya estoy acostumbrada. A veces por ser mujer te discriminan doble, ¿no? Certains clients me respectent, d'autres pas. J'ai l'habitude. Le fait d'être une femme, parfois, c'est une double discrimination. Il y a des clients qui viennent pour se faire lustrer les chaussures et quand ils voient que je suis une femme, ils refusent et ils partent. Mais il y en a peu. La plupart sont des gens polis, ils comprennent notre travail et nous valorisent. Moi, je ne mets pas le masque, je ne veux pas me dissimuler. Je l'utilise seulement comme un uniforme pour représenter l'association parce qu'il y en a plusieurs. La mienne fonctionne avec des cireurs ambulants dans un quartier. Moi, je suis dans la rue Figueroa. C'est ici que l'on peut me rencontrer. Je me suis rendu compte que les femmes créent des lieux, forment des familles. Éduquer une femme, c'est éduquer le monde, parce que souvent, quand les hommes apprennent des choses, ils les gardent pour eux. Les femmes, elles le partagent, elles sont plus dans la transmission. J'aime être une femme, je peux profiter d'être une mère, une grand-mère, d'être l'amie de beaucoup de gens. Je peux aussi donner la vie. Avec toutes les difficultés que ça implique, je suis heureuse d'être une femme. Ok, donc là il y a le secteur de la viande. C'est assez calme aujourd'hui parce que du coup c'est le jour de l'entrée des jeunes à l'université, donc c'est un peu la fête, tout le monde est plus dans le centre pour défiler. Donc aujourd'hui c'est un marché un peu calme, ce qui n'est pas plus mal pour enregistrer. Este sector es más que todo sector abarrotes, le decimos a todos los productos que no se echan hasta en los sombreros. Mira allá arriba están. Ici c'est l'endroit où on vend les vêtements et les bijoux pour les cholitas.
Donc des femmes qui s'habillent en habits traditionnels, il y en a énormément. En fonction des régions, du coup, les chapeaux, la taille des chapeaux, la forme des chapeaux changent énormément. Et donc je demandais d'où viennent ces habits traditionnels. Et donc Esther, elle m'expliquait qu'en fait, quand les Espagnols sont arrivés, les femmes à l'époque avaient des grandes jupes, étaient un peu vêtues de la même façon. Et donc les femmes indigènes d'ici ont commencé à reprendre un petit peu le style, à se l'approprier. Et donc aujourd'hui, pour le coup, les Espagnols, elles ne sont plus du tout vêtues comme ça. Mais les Boliviennes, elles sont restées avec des habits traditionnels très présents. Enfin, c'est très 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 courant de rencontrer des femmes vêtues en habits traditionnels. Donc souvent, on les voit avec une grande veste et des jupes un peu comme au Moyen-Âge, vraiment avec les espèces des cages à poules. Elles n'ont pas des cages à poules, mais du coup, dans l'idée, la jupe fait des hanches très très en plan. Une grande partie de l'enfance, Esther l'a passée auprès de son père, puisque ses parents se sont rapidement séparés et sa mère a disparu pendant plusieurs années. La suite n'a pas été plus facile du côté économique, parce que ni Esther ni son mari n'ont réussi à trouver du travail pendant de longues années. Esther a l'équivalent du bac, mais son mari, lui, s'est arrêté à l'école primaire. Autre difficulté, leur couple n'a pas été accepté par les familles respectives. Direction donc la rue avec 2 filles sous le bras. Une période qu'elle me résume en une phrase: quand il y a, il y a, quand il n'y a pas, il n'y a pas. Yo digo que tienen millones y millones, ¿cómo dormirán? Cuidando su dinero. No sé, ¿para qué se necesita tanto? Uno solo necesita para comer y para estar bien. Je me demande comment font les millionnaires pour dormir, à devoir toujours garder son argent. Pourquoi avoir besoin d'autant d'argent? On en a besoin pour manger et être confortable, pour qu'il ne te manque rien, que tu ne te poses aucune question si par exemple tu dois racheter des chaussures à tes enfants. Et pour la santé aussi, ici il n'y a pas de système pour la santé. Le système social ne couvre pas tout, donc il y a beaucoup de maladies qui ne sont pas soignées. Il faut être mourant pour que l'on te prenne en charge dans les hôpitaux publics. Donc si tu as de l'argent, tu peux aller dans un hôpital privé, rencontrer un spécialiste qui t'apportera des solutions sans passer par tous les problèmes du système public. L'argent règle ce genre de problème, mais parfois il t'en amène d'autres. Ça peut te rendre plus orgueilleux. Donc je ne voudrais pas avoir plein d'argent sans rien en faire, sans aider les gens. Comment t'as rencontré ton mari? Un amigo me lo presentó, ¿no? Entonces ya ahí lo conocí, salimos un Un ami me l'a tiempo, présenté, on est sortis ensemble un moment, puis on est devenu un couple. Mais je ne me suis pas mariée, jamais. On est concubins, comme on dit ici. Quand j'étais enfant et que mes parents se sont séparés, j'ai arrêté d'imaginer que je me marierais. Ça sert à quoi? Se marier pour se séparer? Ça fait presque 30 ans qu'on est ensemble et on ne s'est jamais marié. Ça ne sert à rien. Mais c'est personnel, je n'encourage pas mes filles à se marier ou à ne pas le faire. La plus grande l'a fait, mes filles sont chrétiennes donc elles se sont mariées. Mais je n'y vois aucun problème, c'était un choix très personnel. Tout le monde me dit que je dois le faire, me demande quand est-ce que je vais régler cette situation. Mais je n'en ressens pas le besoin, je ne suis pas catholique, donc tout va bien comme ça. Petit à petit, avec ce métier de cireuse de chaussures et celui de laveur de voiture de son mari, la famille remonte un peu la pente, grâce à l'aide aussi d'une ONG, Hormigon Armado, qui vient en aide à celles et ceux exerçant des métiers particulièrement précaires dans les rues de La Paz. Pour augmenter les revenus des cireurs et cireuses de chaussures, l'organisation propose la visite guidée que je suis en train de faire avec Esther. Un cireur de chaussures gagne entre 3 et 4 euros par jour. Une visite, une seule, c'est 10 euros. Et tout le monde est gagnant puisque grâce à Esther, je découvre une ville populaire, animée, organisée, pleine d'histoires. Ici, un lama a été sacrifié pour la construction d'un immeuble. Et là, l'église est victime de son succès pour les mariages parce qu'elle est construite sur un cimetière. C'est de bon augure pour la Pachamama. Plus le sacrifice est important, plus le projet a de chances d'aboutir. J'accède aussi à des quartiers dans lesquels je ne serai jamais allée seule. Le parcours et les histoires d'Esther me font donc entrevoir un petit morceau de vérité sur la vie d'ici.
Après la zone fabrication de chapeaux, marché de viande ou celui des légumes, direction le cimetière, un quartier réputé dangereux dans lequel Esther a grandi. Le cimetière de La Paz, comment ça fonctionne ? Eh bien d'abord, le défunt est placé dans une crypte pendant 3 ans. Depuis le Covid, le délai est passé de 5 à 3 ans, il a fallu gérer l'affluence. Ces os sont ensuite gardés dans une alcôve pendant 2 ans. Chaque alcôve est décorée par les proches avec des éléments qui représentent la personne disparue. Ça peut être des photos, du chocolat, une bouteille de bière, du café ou l'emblème de l'équipe de foot favorite. Toutes les alcôves sont les unes sur les autres pour venir former de grands murs qui se transforment ensuite en un véritable quartier. Dernière étape, si personne ne réclame les corps, ils sont ensuite jetés dans une fosse commune ou incinérés. Alors là, on est devant l'entrée du cimetière sur la porte numéro 1. ¿Dónde somos? Estamos entrando al cementerio general. Depuis le téléphérique, effectivement, on peut voir que ça a l'air énorme. On est dans la partie ancienne. L'indépendance de la Bolivie, c'était en 1825 et donc ils ont commencé à construire le cimetière en 1826. Donc on va visiter un cimetière qui date de 1826. Il y a des personnes qui jouent de la musique, on peut leur demander pour l'anniversaire du défunt de venir jouer, de venir faire une messe également. Voilà, les gens changent régulièrement les cadeaux, les choses qui sont déposées pour les défunts. Pour Esther, elle me dit, moi par contre, quand je serai dedans, je veux du chocolat, du café, ¿qué más? Sí, que es lo que más me gusta, ¿no? Chocolate. Me tienen que poner color. Ah, et elle veut aussi une couleur bleu ciel pour représenter la couleur de l'équipe de football qu'elle soutient. Ici, il y a 2 équipes, los bolivaristas y stronguistas. Et les stronguistas. Et donc Esther, elle, c'est bleu ciel pour les bolivaristas. Cuando se viene al cementerio en familia, siempre vienen a tomarse. Quand les familles viennent au cimetière, elles terminent toujours par prendre une glace à la cannelle. C'est traditionnel. Aujourd'hui, il y a d'autres goûts, comme le fruit de la passion ou d'autres, mais la cannelle a toujours été là. Là, on va prendre une glace à la cannelle. Waouh, pero el pequeño es muy grande, ¿no? En serio. Quelques jours après ma rencontre avec Esther, c'est la fête des morts. Pour de nombreux Boliviens, le 1er novembre, c'est le jour où les âmes reviennent. Alors il s'agit de bien les accueillir. De la nourriture est préparée sur la table, avec pour chaque aliment une signification particulière. Le lendemain, les vivants vont au cimetière pour libérer les âmes revenues sur Terre et leur dire au revoir en leur préparant ce qu'elles aimaient manger. C'est assez étonnant, en tant que Française, d'assister à ces scènes de festivités sur les tombes, avec toute la famille réunie qui boit des coups, qui chante, qui rigole en l'honneur de la mémoire du défunt. Le 8 novembre, quelques jours plus tard, c'est la fête des ñatitas, la fête des crânes. C'est plutôt pour les catholiques. Chez eux, ils ont un petit sanctuaire dans lequel ils mettent des bougies et prient, car selon eux, les crânes protègent la maison. Esther me raconte qu'elle a entendu l'histoire d'une femme qui en a 80 chez elle. On est passé devant un endroit avec plein de stands, avec des moules de Spider-Man, de militaires, de Cholitas, il y avait de tout vraiment. Et en fait, l'idée c'est que pour la fête, le 1er et le 2 novembre, pour recevoir les âmes, donc la fête de Todos Santos, donc c'est le moment où sur les tables ils posent plein de cadeaux, plein de choses qui représentent les morts qu'ils ont envie d'honorer. Et donc là du coup il y avait plein de moules sur lesquels les enfants et les personnes en général font des pains ou des choses à manger cuites au four pour rendre hommage à ces personnes-là. Et donc le 2e jour ils vont donc au cimetière pour déposer tous ces cadeaux pour que l'âme puisse s'en aller tranquillement. Comment tu imagines la France ?
J'imagine que c'est le pays de l'amour, que les gens marchent avec élégance. On dit que c'est le pays de la mode, selon ce que j'ai entendu. La différence, je crois que c'est l'éducation, la santé. Vous vivez mieux et êtes habitué à vivre d'une autre façon. Mais je pense que les gens sont les mêmes, on a les mêmes problèmes. Ici, il y a des alcooliques, là-bas aussi, même si ça ne se voit peut-être pas autant. Il y a aussi des problèmes d'addiction à la drogue, des violences sexuelles sur les femmes et les enfants, des problèmes qu'il y a partout. On n'est pas pareil, il y a des différences dans la santé, l'éducation, la nourriture doit être aussi différente, les croyances que vous avez. Tout ça c'est différent, mais au fond, les gens rencontrent les mêmes problèmes. Chaque épisode d'Autochtone se termine avec une question que mon invité pose aux auditeurs et aux auditrices. Ce serait quoi, toi, ta question aux gens qui nous écoutent? Ah, je ne sais pas. D'habitude, ce sont les gens qui me posent des questions. Qu'est-ce que je peux demander? Qu'est-ce qu'ils pensent de l'Amérique du Sud? Parfois, quand je demande, on me répond que l'on est très joyeux, qu'on est plus tactile, on fait la fête, on est plus démonstratif. C'est vrai, je crois. En Europe, les gens partent vite. Nous, on ne veut pas voir partir nos enfants de la maison. Là-bas, selon la télé, ils s'en vont après le lycée et ils vivent tout seuls, font plein de choses tout seuls. C'est ce qu'on voit à la télé. Allá se van, según la tele, todos se van. ¿Es así, tanto así como nosotros miramos en la tele? Merci beaucoup pour ton temps et pour m'avoir expliqué ta façon de vivre. C'est très important pour nous d'en savoir plus. Merci à toi, merci aux gens qui écoutent. J'espère que je n'ai heurté personne. Si vous voulez m'écrire, il n'y a pas de problème, on peut discuter. J'aime connaître des gens d'ailleurs, on peut partager des idées, des pensées et plein de choses. Comment podemos escribirte? On peut s'écrire par Facebook, je m'appelle Esther Ruth Valero Mamani. Si tu m'écris, je vais te répondre. Dans ma langue, mais je peux répondre. Merci pour tout. Du coup, je vais poser le profil Facebook en lien pour que vous puissiez le trouver si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez discuter avec Esther, elle se fera un plaisir de vous répondre. Pour elle, c'est important de discuter avec des personnes étrangères pour pouvoir échanger sur la manière de penser. Merci d'avoir écouté cet épisode. Esther, merci pour ton temps, ton sourire, tes histoires, ta bonne humeur et le lapas que tu m'as permis de découvrir loin des parcours touristiques. Je vous conseille vraiment, si vous êtes de passage dans la ville, de prendre le temps de la rencontrer. Je vous mets tous les liens nécessaires dans la description. Vous pouvez aussi juste lui envoyer un message, elle sera ravie. La traduction, c'est mon amie journaliste Joséphine Fontenot qui s'en est chargée. Gros merci Joséphine. J'ai rencontré Esther sur les conseils d'Alice Campagnol, ancienne correspondante pour les radios francophones en Bolivie. Ensemble, on a aussi réalisé un reportage sur la condition des femmes dans la prison de La Paz que je vous invite vivement à écouter. Merci Alice. Autochtone revient le mois prochain, Instagram ou Facebook, vous connaissez les médiums si vous voulez les coulisses des reportages. Sans vous, ce podcast n'est rien et j'ai besoin de votre soutien pour le faire exister, mettre un commentaire, s'abonner et encore mieux, en faire la promo autour de vous. Moi je vous dis hasta luego et à bientôt.